de vous à moi, sincèrement, prenons une minute pour réfléchir sérieusement. Pensez-vous sérieusement que Faure a, a la carrure pour pouvoir gérer la crise, la crise, plus de 30 ans de crise entre le Rwanda et la RDC? Vous pensez vraiment? Si ce n'est pas une mascarade organisée? Voilà un président qui n'est pas élu. Voilà un président illégitime. Voilà un président qui tue son peuple. Voilà un président qui a des casseroles au cul. Voilà un président que la CEDEAO a condamné pour maltraitance des prisonniers politiques. Voilà un président que la justice française a condamné pour corruption de haut vol. Voilà un président qui est interpellé par les représentants de l'ONU sur la question de la détention préventive abusive des activistes politiques. Voilà un président dont le pays est endetté, surendetté, qui chaque semaine est obligé d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir payer les fonctionnaires. Voilà un président dont le village d'origine ou dont la région d'origine manque d'eau potable et qu'il faille faire appel à des ONG étrangères pour pouvoir apporter ne serait-ce qu'un forage dans son village, dans le village de son père. Il n'est pas né là-bas, mais c'est son village, c'est le village de son père. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, la ministre de l'eau est partie signer une demande d'aide de quelques milliards. Je ne sais plus si c'est au Qatar, mais en tout cas, c'est dans un des pays des Émirats et du Golfe Persique, une aide pour pouvoir apporter de l'eau potable dans la région de la Kara. Voilà un président qui n'est même pas capable de gérer ne serait-ce qu'une petite région d'un petit pays comment dire, de pouvoir sa population d'eau potable. La moitié de la population manque d'eau potable. 60% de la population togolaise est en insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas 3 repas par jour. Il n'y a pas encore si longtemps, il y a des terroristes qui tuent nos militaires au nord là-bas du Togo. Il y a un rapport de la fondation Adenauer qui nous dit que bientôt, la faim, la famine va tuer plus de Togolais dans la région des savanes et de la Kara, plus que les attaques terroristes. Voilà toutes les casseroles de ce président de la République. Voilà un président de la République qui est arrivé à la tête du pays dans le sang, en marchant dans le sang des Togolais, en tuant plus de 1000 Togolais. Quand si on rapproche tous les rapports qui ont été publiés sur le sujet de 2005 et qui n'a pas su créer une cohésion sociale en 20 ans. Voilà un président dont le ministre vient dire, après 15 ans de pouvoir à la tête du pouvoir, que le pays est dans une situation politiquement divisée, socialement délabrée et économiquement exsangue. Voilà le bilan. Voilà un président de la République qui, après les 20 plus de forts annoncés en 2005, qui, après son plan national de développement annoncé en 2018, qui, après sa feuille de route annoncée en 2020, qui devait s'achever en 2025, n'ont donné aucun résultat probant. Aucun résultat probant. Au contraire, un bilan catastrophique où la jeunesse, 70% de la jeunesse aujourd'hui qui ont été sondés veulent quitter le pays. La jeunesse qui doit normalement être chérie, bien traitée,
soigner, pour garder, pour faire vivre le pays et faire grandir le pays, il y a des rapports internationaux qui disent que cette jeunesse veut quitter le pays. Voilà un président de la République qui n'a pas su créer en 20 ans une université supplémentaire. Une université dans chaque région du pays. Le pays n'en compte que 5 de régions. Et une seule université, digne de ce nom. L'université de Kara, je n'appelle pas ça une vraie université. C'est une tentative d'université. L'université de Kara. C'est une tentative d'université. Voilà un président qui a multiplié la dette du pays par 5. On est passé de 700 et quelques milliards à plus de 4000 milliards de francs CFA. Mais nous n'avons pas eu 5 fois plus d'hôpitaux. Nous n'avons pas eu 5 fois plus d'universités. Nous n'avons pas eu 5 fois plus d'écoles primaires publiques. Nous n'avons pas eu 5 fois plus de CEG publics. Nous n'avons pas eu 5 fois plus de lycées publics. Nous n'avons pas eu 5 fois plus de routes. Nous n'avons pas eu 5 fois plus de chemins de fer. Nous n'avons pas eu 5 fois plus de centrales électriques. Au contraire, nous avons eu 5 fois plus de misère, 5 fois plus de désolation, 5 fois plus d'enfants abandonnés, mendiant dans la rue, 5 fois plus d'orphelins. Nous avons eu 5 fois plus d'étudiants diplômés qui ne trouvent pas de travail, mais qui se retrouvent à faire des sous-emplois, des métiers précaires qui ne correspondent pas à leur formation, tels émigrants, des métiers dangereux, sur des routes dangereuses, qui, dans la fleur de l'âge, connaissent déjà des problèmes de troisième âge. On a des étudiants, des jeunes de 30 ans qui meurent d'AVC, de crise cardiaque. Nos vieux ne vieillissent plus. Ils ne meurent plus vieux. L'espérance de vie du Togo a baissé. Aujourd'hui, les personnes qui dépassent les 70 ans au Togo, ce sont des gens exceptionnels. Aujourd'hui, après la retraite, à 60 ans, vous passez quelques mois et vous mourrez. Voilà le bilan social, économique et politique de Faure Gnassingbé en 20 ans. Est-ce que quelqu'un comme ça est crédible pour aller régler un problème de guerre civile greffé sur des intérêts financiers énormes, gigantesques, de ressources minières et tout, qui perdurent depuis 30 ans, qui ont fait plus de 1 million de morts en République démocratique du Congo? Ou bien, il veut apporter son expérience de mercenariat. C'est peut-être ça qu'il veut apporter. Il veut apporter son expérience de corruption. Il veut apporter son expérience de mafieux, de mafioso, qui sait acheter les gens, qui sait acheter le silence des gens, qui sait éliminer les voix dissidentes. C'est ça ce qu'il veut apporter à la République démocratique du Congo et au Rwanda? Parce que c'est ce qu'il sait mieux faire. C'est ce qu'il sait mieux faire. Donc, si on l'appelle, c'est sûrement pour ces compétences-là. C'est surtout pas pour régler un problème. Soyons réalistes. Il y va pourquoi? Il y va pourquoi? Quelqu'un qui, le quartier dans lequel lui-même il vit, il y a des gens qui manquent d'eau potable. Il y a des gens qui manquent d'électricité. Il y a des gens qui ne mangent pas 3 fois par jour. Et il se dit président de la République. Les routes qu'il emprunte lui-même pour aller à l'aéroport, pour prendre l'avion, pour aller au Rwanda, pour aller en République démocratique du Congo, allez voir l'état de ces routes.
Allez voir l'état de ces routes. Allez voir l'état de la route qui part depuis la présidence jusqu'à au boulevard là, qui mène à l'aéroport. Allez voir ces routes-là. Est-ce que quelqu'un comme ça a de la crédibilité? Est-ce que quelqu'un comme ça a du crédit? Si ce n'est pour aller, comment dire, exprimer ou exposer ses basses besognes qu'il sait faire comme d'habitude là-bas. En quoi Faure Gnassingbé a réussi au Togo pour qu'il puisse aller résoudre un conflit entre deux États, un conflit armé entre deux États. En quoi il a réussi au Togo? Donc, comme le proverbe le dit, avant d'aller enlever la poutre qui est dans, comment dire, la brindille qui est dans les yeux de ton voisin, il faut d'abord enlever la poutre qui est dans ton yeux, dans tes yeux. Est-ce que Faure a déjà enlevé la poutre qui est dans ses yeux? Posons-nous la question. Vous, vous êtes jeune. Vous devez réfléchir. Vous devez réfléchir plus vite. Vous devez essayer de réfléchir, voir les choses, aller à la connaissance directe, regarder les choses, faire votre analyse et tirer votre propre conclusion. Surtout, ne vous laissez pas embrigader par des théories vaseuses, des théories alambiquées, où on veut vous entraîner dans des raisonnements bidons. Non, regardez. Regardez vous-même. Regardez vous-même ce qui se passe. Regardez vous-même le bilan de ce monsieur-là. Et dites-vous s'il est crédible pour aller résoudre un conflit en République démocratique du Congo. Chers frères et sœurs congolais, moi j'ai envie de vous dire de ne rien attendre de cette médiation-là. Chers frères congolais de Goma, vous savez, nous sommes solidaires de votre bataille, nous sommes solidaires de ce que vous vivez. Mais j'ai envie de vous dire qu'on a fait rentrer le loup dans la bergerie. Avec Faure comme médiateur, c'est le loup qui est rentré dans la bergerie. Vous risquez gros avec ce monsieur-là. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Faites appel à votre sens, à votre bon sens. Faites appel à vos connaissances traditionnelles. Faites appel à la sagesse de vos aînés. Faites appel à votre sagesse, à votre rationalité pour régler vos problèmes. Mais surtout, n'attendez rien de ce monsieur. Ce monsieur avait un tout petit pays qui fait peut-être, qui fait 10 fois moins, mais non, pas 10 fois, 20 fois 30 fois. 30 fois moins la superficie de la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'ils sont à 3 millions de kilomètres carrés, c'est ça? 1 million. Je pense qu'ils sont à 1 million de kilomètres carrés, non. Donc ils sont 20 fois plus grands que le Togo. Faure Gnassingbé gère l'équivalent d'une petite région, d'un quartier de la République démocratique du Congo. Et il n'est pas capable de gérer ça correctement. Il tue les gens. C'est un sanguinaire. Il a le sang des Togolais qui dégouline sur lui. Il a les yeux sanguinolents. Il a la bouche sanguinolente. Il a une histoire sanguinaire. Il est venu dans le sang. Il continue de régner dans le sang. Il continue de tuer les Togolais. Et les rapports internationaux le disent. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des rapports internationaux de l'ONU, entre autres, qui le reconnaissent. Donc ce monsieur, il vient ajouter à votre malheur. En l'acceptant dans cette médiation, ou bien vous ne l'avez pas accepté, on vous l'a imposé. Mais sachez que sa présence là-bas en tant que médiateur a une connotation commerciale, a une connotation business.
c'est pour faire de l'argent. C'est pour blanchir de l'argent. C'est pour détourner de l'argent. Ce monsieur n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune empathie. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui où est son frère. Son frère qui s'appelle Pacha. Où est-ce qu'il est présentement? S'il a le culot, qu'il vous réponde. Demandez-lui pourquoi son frère Pacha est en prison depuis 15 ans et qu'il n'a jamais réussi à trouver une médiation entre lui et son propre frère. Demandez-lui pourquoi Affectio, un simple poète, est aujourd'hui en prison depuis 3 mois pour juste avoir publié un poème sur Facebook, fait à part. Demandez-lui qui est Aziz Goma. Demandez-lui qui sont les prisonniers politiques. Soro étaient des produits carrément d'un système pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et après, on avait détaché le général Tigani qui était au nord de la Côte d'Ivoire pour servir d'instructeur aux rebelles. Et donc, c'est pas nouveau. C'est une continuité. Aujourd'hui, nous le savons, tu viens de le rappeler, que le Togo est dans une crise politique depuis 30 ans ou 35 ans. Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 20 ans, il refuse de dialoguer avec son opposition, même sur les petits sujets, les questions des élections, la décentralisation, les découpages électoraux, la réparation des gens qui ont été victimes d'assassinats, l'impunité. Il refuse de discuter avec la classe politique, ou bien il choisit lui-même ses opposants avec qui il échange. Il refuse de discuter avec les syndicats. Vous savez, depuis qu'il est au pouvoir, à chaque fois que les syndicats font des mouvements d'humeur ou des grèves, il refuse de les rencontrer. Il les laisse à la disposition de ses ministres. Et aujourd'hui, les prisons togolaises sont remplies de prisonniers d'opinion. Vous venez de parler de son propre frère, Pacha Gnassingbé, qui fait déjà plus de 15 ans de prison. Et vous savez que dans l'affaire Pacha, il y a eu plusieurs chefs d'État qui sont intervenus pour essayer de le convaincre de relâcher son frère. Il n'a jamais cédé. Il y a eu Ali Bongo, il y a eu les Ghanéens, les Burkinabés, les Sénégalais. Plusieurs chefs d'État sont intervenus pour lui demander de libérer son frère. Il l'a pas fait. Même malade, il continue de le maintenir en prison. On a les prisonniers comme les Jean-Paul Omolou, qui est en isolement total depuis 4 ans, je pense bientôt, au SCRIC là-bas, où il est totalement malade, affaibli physiquement, mentalement, psychologiquement. Il ne répond pas aux sollicitations pour sa libération. Il y a Affectio qui a été arrêté, vous l'avez bien dit, il y a 3 mois, qui est toujours en prison. Vous avez les jeunes de Tigre Révolution qui sont en train de mourir un à un. Il y a eu déjà une dizaine de morts. Ils sont en prison. Oui, Pacha, il est en prison. Moi, j'étais allé le rencontrer en prison. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Il est en prison, à la prison civile de Lomé. Et là, actuellement, depuis 1 an et demi ou 2 ans, il est au pavillon militaire puisqu'il est malade. Donc, il est au pavillon militaire. Au CHU Tokoin, quand vous arrivez au pavillon militaire, vous verrez qu'il y a un char qui est positionné devant le pavillon militaire. Voilà, donc il est là-bas. Et donc, voilà, quelqu'un qui n'arrive pas à faire la paix dans sa propre famille, et c'est lui qui s'invite dans une médiation en Afrique, dans une crise qui est très profonde, qui est une crise de longue date. Même cette crise remonte même avant les indépendances.
Et son objectif, c'est pas d'arriver à un résultat. Son objectif, c'est de faire oublier ce qui se passe dans son propre pays et de détourner l'attention des médias et d'opérer le basculement vers sa cinquième république sans problème. Pendant que tous les médias nationaux et internationaux vont dire ah il est médiateur en RDC, il profite pour faire passer rapidement son projet de réforme constitutionnelle pour basculer dans la cinquième république. En fait, c'est le but de la démarche. Voilà. Donc, il faut pas s'attendre à grand chose. Faure n'ira pas réussir une médiation là où la toute puissante Angola a échoué ou le Qatar a échoué. Lui, il va là-bas juste pour détourner l'attention des gens sur ce qui se passe à l'intérieur de son pays. Raison pour laquelle nous devons déconstruire cette démarche-là et faire comprendre aux gens que le Togo est un pays en crise et celui qui a besoin vraiment d'un médecin, c'est le Togo et non les autres. Voilà ce que j'ai voulu partager dans un premier temps à la suite de ce que Djitré a dit tout à l'heure sur cette médiation-là. Qui, de notre point de vue, n'apportera pratiquement pas grand-chose. Merci beaucoup, grand frère Ferdinand. Et j'appuie sur le fait que cette déconstruction est importante et vitale non seulement pour le peuple togolais, mais également pour le peuple congolais, parce que on va leur vendre du rêve. On va leur vendre du rêve en disant que ce monsieur est peut-être intervenu dans une médiation entre l'AES et la CEDEAO, mais nous avons vu que cette médiation n'a rien donné et que les pays de l'AES sont bien sortis de la CEDEAO, et définitivement. Donc, on va leur vendre du rêve et c'est dangereux parce que pendant ce temps, les gens vont continuer à mourir, des femmes vont continuer à être violées, des enfants décapités, etc., etc. Et nous, au Togo, on continuera à souffrir le martyre du fait de l'incompétence et de la tyrannie, de la méchanceté de cette personne-là. Mais est-ce que tu crois qu'à l'international, est-ce que ce message résonne, grand frère Ferdinand? Je pense que les gens ne sont pas dupes, mais les gens font avec. Les gens font avec. Les gens savent pertinemment ce qui se passe au Togo. Il suffit de lire les rapports. Les gens savent que c'est un pays qui est bloqué, c'est un pays où les droits de l'homme sont violés, c'est un pays qui n'avance pas. Mais vous savez, comme on le dit si bien dans le système de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est pas eux de venir faire le boulot à notre place. Tant que vous ne bougez pas, les gens se disent bon, vous allez bien, c'est pour ça que vous ne bougez pas. Donc les gens le savent, mais bon, il a voulu être médiateur, on va le lui donner, qu'il aboutisse que ça donne un résultat ou pas, les gens ils n'ont rien à cirer. De toute façon, ça ne donnera rien. Ça, c'est clair, parce que la crise qu'il y a dans ce pays-là est une crise assez profonde, qui a des racines assez lointaines. Elle ne date même pas seulement de l'arrivée de Kagame. Vous savez que c'est la seule région dans laquelle il y a eu un secrétaire général de l'ONU qui a été porté disparu, Daga Majol, dans les années 60. Et il y a eu toute cette histoire du Katanga avec les Moïse Tchombe, les Kasavubu, plus les, je sais pas, après il y a Mobutu, tout ça. Donc c'est un problème assez complexe. Assez complexe, et c'est pas le petit Togo qui n'arrive même pas à régler ses problèmes internes qui va aller faire aboutir quoi que ce soit. Mais toujours est-il que Faure Gnassingbé sait très bien que et il ne fera pas grand-chose là-bas, mais il y va parce que ça lui permet de mettre le voile sur ce qui se passe dans son propre pays. J'ai vu ce matin un article de Jeune Afrique, tout à l'heure même, qui a été publié sur le site de Jeune Afrique, qui parlait très bien de cette médiation. Et quand on parle de Jeune Afrique, vous savez de quel journal il s'agit. Il y a d'autres journaux qui en parlent. Donc, pour lui, le plus important, c'est qu'on parle de lui en tant que médiateur. Que cela aboutisse à un bon résultat ou pas, ils s'en foutent. Pendant qu'on parle de lui en tant que médiateur en RDC, puisque c'est une crise qui captive l'attention du monde entier, on oublie ce qui se passe à l'intérieur de son propre pays. Pendant ce temps, lui, il opère son coup d'État constitutionnel, il le formalise, il fait basculer les institutions. C'est ça la réalité. Après, il y a une autre question qu'il faut se poser. Maintenant qu'il est devenu médiateur et qu'il va s'envoler tout le temps pour aller au Rwanda, en RDC, en Angola, qui paie la facture? Qui paie la facture?
Exactement, Et exactement. qui paie la facture de tout ça, sachant qu'au Togo, on a des villages qui n'ont pas d'eau, on a des localités qui n'ont pas d'ambulance, on a des centres de santé qui n'ont pas de microscope, qui n'ont pas de radio qui fonctionne, on a des écoles qui sont sans toit, et donc qui paie la facture? C'est ça le problème. Faux Ferdinand, Oui. normalement, c'est pas l'UA qui paye puisque c'est eux qui l'ont nommé. Ça Ah, devrait être eux qui payent, non? lui a quel fonds? Lui a, Mais c'est nous qui payons l'UA, non? mais c'est, ouais, c'est, en C'est les fait, pays qui contribuent hein, à l'UA. mais quand Ford va décoller son avion de Lomé à Kigali ou de Lomé à Kinshasa, la facture l'attend à qui? Mais c'est lui qui est demandeur de la médiation. C'est lui qui est demandeur. C'est lui qui est demandeur. On l'a pas désigné comme ça, c'est lui qui est demandeur. Et donc, tout ça, c'est quand même assez préoccupant pour un pays comme le nôtre qui a des priorités dans tous les domaines. Euh, Donc voilà. Et normalement, on ne peut pas compter sur les organisations supranationales comme l'UA, la CEDEAO et tout ça, parce que ces organisations, vous savez comment elles fonctionnent, vous savez comment elles sont, et donc il y a que nous-mêmes qui puissions lever le ton pour dire que, écoutez, on n'est pas d'accord, on ne peut pas accepter ça. Exactement, exactement. Et les gens, je vais vous laisser poser quelques questions à notre grand frère journaliste émérite hein, de journal L'Alternative. Donc, essayez d'aller à l'essentiel, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un document dans la semaine Oui, 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 sur le financement des cantines scolaires exactement. dans la région de la Kara et de la région de la Savane. De la, Peut-être que vous en parlerez dans ce live, je n'en sais pas. Mais bien sûr, on en parlera. comment est-ce que demain je ferai un clin d'œil, mais si vous avez le temps, il faut en parler. Comment est-ce qu'on peut accepter que 65 ans ou après les indépendances et 60 ans de règne d'une seule famille, les enfants qui sont dans la région de Kara et dans la région de la Savane, où se concentrent la plupart des dirigeants de ce pays depuis 60 ans, ils n'ont même pas de quoi manger pour aller à l'école. Et que c'est l'Allemagne qui vient faire un don de 11 millions d'euros pour permettre de servir un repas chaud aux enfants par jour pour que les enfants puissent aller à l'école. Mais c'est incroyable. Dans une région où les gens se tapent la poitrine d'être des milliardaires. Et ces milliardaires, ces pseudo-milliardaires n'ont eu de l'argent qu'en gérant la fortune publique. C'est pas des enfants d'industriels, des gens qui ont eu un héritage ou bien dont les parents ont eu des mines d'or ou des mines de diamants, mais c'est des gens qui ont géré juste des sociétés d'État et qui ont fini milliardaires. Et dans leur localité, il n'y a même pas d'argent pour nourrir les enfants qui vont à l'école et que c'est l'Allemagne qui vient faire encore un prêt ou un don, je ne sais pas ce que ça veut dire, de 7 milliards 200 millions hein, pour aider les enfants à manger à l'école afin que les enfants ne désertent pas les établissements scolaires. Et pendant ce temps, on a de l'argent pour aller faire de la médiation en RDC. Oui, C'est comme incroyable. quelqu'un le dit, cet argent sera détourné à la fin. Ça c'est clair. C'est incroyable, effectivement. C'est ça, hein, c'est bien 7,2 milliards de francs CFA qui a été alloué par la coopération allemande à travers la KfW. Donc KfW, c'est la, la Banque de développement allemande. C'est l'équivalent de l'AFD pour de la France. Donc, et qui donne 7,2 milliards de francs CFA aux régions de la Caraïbe et des Savanes pour alimenter les élèves, 28 000 élèves de 110 écoles, hein, et financer 8 250 producteurs agricoles, 1000 membres d'associations de transformation pour pouvoir hein, donner, apporter de l'alimentation régulière dans les cantines de ces écoles-là. Donc, c'est ce que nous avons déjà dit ici, lors déjà de plusieurs lives, de créer une économie circulaire, c'est-à-dire subventionner les paysans, les agriculteurs locaux pour qu'ils puissent approvisionner directement hein, les écoles où il y a une vraie demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour qui passe où les enfants de nos écoles ne mangent pas. Et ça, c'est une économie interne sur laquelle on peut se baser pour créer, comment dire, une sorte d'écosystème viable et durable. Mais même ça,
ils ne sont pas capables de concevoir ça et de le financer sur fonds propres. C'est encore une organisation étrangère qui vient leur apprendre comment créer un écosystème. Donc, cette organisation allemande vient financer donc les agriculteurs pour qu'ils produisent les produits à manger, enfin, les cultures vivrières, qui vont ensuite, ils financent également les associations de transformation. Donc, ils financent quasiment toute la chaîne de production, hein, jusqu'aux assiettes des enfants dans les écoles. Est-ce que vous comprenez qu'un pays qui a 60 ans d'indépendance, on peut faire encore ça dans un pays comme ça? Mais le drame, Mila, c'est que ça se passe dans la région du président. Oui. De père en fils. Et dans la région où les gens disent qu'ils sont des milliardaires pour avoir juste géré la fortune publique. Et donc, on parle de la région de la Kara. Si, après 60 ans de règne d'Enyasingbe, une région devait être moins pauvre au Togo, c'est peut-être cette région-là. Voilà. C'est cette région-là. Et la région des savanes. Donc, si les 7 milliards, on peut les trouver facilement. Si on lutte véritablement contre la corruption, exactement, on peut prendre de l'argent chez les Banyans, chez les Barquets, chez la famille Nyasingbe Mema Kara, tous les voleurs qui sont de cette région-là. Si on leur fait les poches, c'est-à-dire, on leur fait les poches légalement parce qu'ils ont volé l'argent public. On peut trouver même 20 milliards, 30 milliards pour nourrir les enfants. Donc, on ne peut pas continuer pas se faire humilier comme ça par les partenaires. Parce que demain, après, c'est facile d'aller dire que nous sommes souverains. Quand vous n'arrivez même pas à nourrir les enfants qui vont à l'école, encore faut-il aller voir les établissements scolaires là, dans quel état ils sont. Voilà. Donc, vous allez voir que cet argent, à la fin, sera même détourné parce que les gens qui auront la gestion de cet argent-là, c'est eux-mêmes qui vont aller choisir les coopératives et les gens vont privilégier les coopératives de leurs frères au détriment d'autres coopératives et ça va créer d'autres problèmes. Et voilà. Moi, j'ai vu dans d'autres cantines scolaires, les assiettes dans lesquelles les enfants mangent, mais ça laisse à vomir. Même les chiens ne mangent même pas dans ces assiettes-là. Donc, ces assiettes-là, c'est de certains qui vont aller les acheter dans les marchés, ils vont faire les surfacturations, mais non, c'est pas possible. Donc, il n'y a aucune fierté à tirer de cette gouvernance-là. Vous voyez? Et donc, moi, ce qui est choquant, c'est ça. C'est que ce financement va dans la région de celui qui dirige le pays depuis, de la famille qui dirige le pays depuis 60 ans. Et ces gens-là disent qu'ils sont là pour l'autosuffisance alimentaire, ils sont là pour lutter contre la pauvreté, ils sont là pour lutter contre si. Et à part cette minorité comprador qui s'est enrichie provenant de cette région-là, la population sont dans la misère totale. Et ce financement recoupe le rapport que nous avons lu la dernière fois Fondation Konrad Adenauer qui parle de la famine. Oui, pas que celui de la dernière fois, à part Konrad Adenauer, il y a le rapport de l'OCDE. Ah voilà. Oui, bien sûr. L'OCDE l'insécurité alimentaire. Voilà, oui. l'OCDE qui dit que les deux régions les plus pauvres du Togo, c'est la région de la Kara et la région des savanes. C'est quand même incroyable. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça veut dire que dans les objectifs spécifiques que vous avez vus, ça veut dire que les enfants désertent les écoles parce qu'ils n'ont pas à manger. Et donc aujourd'hui, l'idée qui est derrière le projet, c'est que en donnant aux enfants à manger, ça va les stimuler à venir à l'école. C'est ça là, c'est ça. Donc c'est vraiment ça va les garder à l'école, ça va non seulement les stimuler, mais une fois sur les bancs, pouvoir avoir les ressources nécessaires pour réfléchir, exceller dans les études. Je pense parce que moi je pense que l'argent là va être détourné. Hein. Sur 4 ans. Mais c'est un drame. Moi je vois là, ça va être détourné. Mila, regarde, c'est un drame parce que ce que nous voyons là, c'est-à-dire que les Allemands viennent sur un terrain vierge. Est-ce que vous comprenez ça? Ils viennent sur un terrain vierge. Ils sont en train de tout faire à partir de zéro. Parce qu'on va essayer d'expliquer ça aux gens. On vous dit qu'on finance les agriculteurs, les producteurs agriculteurs. C'est-à-dire, pour pouvoir produire maintenant les ressources naturelles, les matières premières pour préparer la nourriture des enfants. Maintenant, on va financer, c'est eux qui vont financer d'abord ces agriculteurs, donc ils vont sûrement leur apporter les intrants, les semences et tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer une agriculture, tous les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne agriculture.
Mais en plus de ça, ils financent également les transformateurs. 1000 membres d'associations de transformation. C'est-à-dire ceux qui vont faire le travail de transformer ces matières premières en quelque chose, comment dire, en nourriture, en produits finis pour les enfants. Donc, ils viennent créer carrément une économie sur le terrain. C'est un constat d'échec. C'est-à-dire que pour venir faire ça dans un pays étranger, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien sur place. Du moins, il n'y a rien d'organisé sur place. Donc, vous comprenez ça? C'est que la situation de cette région-là est catastrophique. Et n'oublions pas que la majorité des projets de développement qu'on a lus ici, dont on a débattu ici, ont toujours ciblé la région de Savane et la région de la Kara, notamment le projet PUR. Le projet PUR, projet d'urgence des régions de la Savane, avait pour but, objectif, de construire des infrastructures, de prodiguer des prestations sociales et d'aider les locaux, les autochtones, à avoir une meilleure vie, un meilleur niveau de vie qui va limiter la radicalisation. Ça va limiter aussi le fait que les terroristes vont venir recruter parmi la population qui ne trouve pas à manger, qui va chercher qui va se radicaliser juste parce qu'on lui propose à manger. C'est pour ça qu'on a fait ce projet-là. Et ce projet, c'est à coût de 200 millions de dollars, je pense. Où est passé tout cet argent pour qu'aujourd'hui, l'Allemagne soit obligée de venir injecter encore 7 milliards de francs CFA pour financer des agriculteurs? Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, le pays qui met beaucoup d'argent au Togo, c'est l'Allemagne. Et parce que l'Allemagne, dans sa politique, il y a même un document que je vous envoie, et je vais vous envoyer, il faut que je le retrouve, parce qu'il y a eu un débat au Bundestag où les Allemands ont déclaré que leur priorité aujourd'hui, c'est les intérêts économiques, et qui ne sont plus dans les questions, ils l'ont pas dit de façon expresse, mais ils sont plus véritablement dans les questions de démocratie, des droits de l'homme et tout ça. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le pays qui déverse beaucoup d'argent sur le Togo, en termes de décentralisation, alors que la décentralisation bat de l'aile, on ne laisse pas les mairies travailler, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est pratiquement partout aujourd'hui dans l'administration togolaise qui donne des financements alors qu'on est dans un pays assez corrompu. Il y a beaucoup d'argent qui est détourné, mais ils continuent d'en donner. Sur plusieurs projets, ils continuent d'en donner. Et donc, il y a l'Allemagne, il y a l'Union européenne en gros, et la question est de savoir, comme quelqu'un le demandait dans les commentaires, pourquoi on continue de donner de l'argent à des gens qui, à la fin, détournent une très bonne partie. Je dis, 7 milliards, c'est rien pour les voleurs de cette région. Si on luttait de façon efficace contre la corruption au Togo, même dans la famille Nyasingbe, on va trouver les 7 milliards pour nourrir les enfants qui sont dans cette région. Après, par extension, la plupart des barons de UNIR qui sont dans cette région, on peut trouver seulement les 7 milliards. Certains l'ont peut-être à la maison, ou une partie à la maison, pas à la banque. Donc, aujourd'hui, déjà dans les années avant la Première Guerre mondiale, le Togo était considéré comme une colonie modèle pour l'Allemagne. Si 100 ans après que l'Allemagne soit partie du Togo, l'Allemagne revient pour être aujourd'hui, je sais pas, l'oxygène de cette colonie qu'elle avait laissée depuis des années, c'est qu'on n'a pas évolué. On n'a pas véritablement pas évolué. Et c'est vraiment préoccupant. C'est préoccupant. Il n'y a aucune fierté à tirer de ces genres de financement où on va aligner les autorités, et on salue les représentants des ministères, on salue les gens et les gens applaudissent parce que derrière ça, tout ce que les gens voient, c'est l'argent qu'ils vont mettre dans leur propre poche. C'est ça la réalité. Et au bout des 4 ans de ce projet-là, ces paysans ou ces agriculteurs-là ou ces coopératives, il n'y aura pas de relais. Ils seront abandonnés. Parce qu'il n'y aura plus d'argent pour produire et transformer pour nourrir encore d'autres personnes si un financement extérieur ne vient pas prendre le relais. C'est ça. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut désormais un suivi, évaluation très strict de tout cet argent qui est déversé
hein, au Togo. Il faut désormais. Et je pense même que pour certains projets, les Allemands font venir même leurs propres ouvriers pour construire certaines mairies à l'intérieur du pays. Ouais, ouais. De toute façon, il faut aller, pour ceux qui sont ici, et comme les financements sont transparents du côté de l'Allemagne, il faut aller sur le site de l'ambassade d'Allemagne à l'ONU. Voilà. Vous allez voir, ils publient tout. Même là, ça là, ils l'ont même publié. Moi, je l'ai eu en tant que journaliste quand ils l'ont envoyé dans le mailing des journalistes, mais rapidement, ils ont mis ça sur le propre site de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Allez sur le site, vous allez voir tous les projets que l'Allemagne finance aujourd'hui au Togo. Quelqu'un dit quel est l'intérêt de l'Allemagne, mais les Allemands, ils sont dans les affaires au Togo. Ils contrôlent ils contrôlent le calcaire. Ils contrôlent le calcaire, le clinker. Ils ont Sim Togo, c'est les Allemands. Ils ont Voilà. le groupe Edelberg. Ils sont à Tablibo. Ils sont à Wendjelo, à Kara. C'est eux qui contrôlent les mines. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Et on a débattu de la question des mines ici longuement. On a lu des rapports. On a lu comment est-ce que c'est des partenariats qui ne servent pas grand-chose à notre pays, qui permettent aux gens de s'enrichir sur le dos de nos concitoyens. Effectivement, rien n'est gratuit. Les gens croient que c'est gratuit, rien n'est gratuit. Bonjour, bonjour. Oui, on va passer la parole. Si vous voulez pas parler, allez-y. On va arrêter les chants. Mais sans, tu veux peut-être...